Sur l'Ukraine, les Européens, à mon avis, constituent ce que j'appelle la coalition des illusionnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun moyen réel de permettre à l'Ukraine de se défendre efficacement, encore moins de reprendre les territoires qu'elle a perdus. Leur motivation est anti-russe, pas pro-ukrainienne. Ils n'ont absolument proposé aucune initiative de paix. Chaque proposition qu'ils avancent vise à poursuivre la guerre ou à l'escalader. Et maintenant, les États-Unis ont très habilement refilé la guerre en Ukraine aux Européens. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec l'ambassadeur Chas Freeman, ancien diplomate américain et ancien secrétaire adjoint à la Défense. Ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau dans l'émission. Ravi d'être avec vous, Pascal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer, j'ai mentionné que vous nous aidez toujours à comprendre où nous en sommes dans le processus de changement mondial. L'un des changements récents que nous avons constaté est que votre ancien poste de secrétaire adjoint à la Défense est désormais parfois appelé secrétaire adjoint à la guerre. Que pensez-vous de cette idée de rebaptiser le département de la Défense en département de la guerre? Eh bien, c'est évidemment un changement absurde. Et cela reflète une nostalgie d'une époque révolue que le président Trump n'a pas connue, mais qu'il exalte. Il s'agit de l'ère de McKinley et de Teddy Roosevelt, lorsque les États-Unis étaient très affirmés sur le plan militaire. Et il semble effectivement y avoir quelque chose de vrai là-dedans, dans la mesure où le seul véritable stratège de l'administration Trump, Elbridge Colby, qui est l'auteur du prochain document sur la stratégie de sécurité nationale, envisagerait apparemment de retirer la présence américaine en dehors de l'hémisphère occidental, ou du moins de la dévaloriser, et de restaurer la doctrine Monroe dans sa seconde incarnation. Bien sûr, celle-ci a été proclamée vers 1820, à une époque où les États-Unis n'avaient pas la capacité d'imposer leur hégémonie dans l'hémisphère occidental. Nous comptions sur la marine britannique pour cela. Mais à la fin du siècle, nous étions devenus la plus grande économie de la planète et étions incontestés dans l'hémisphère. C'est alors que la corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe est entrée en jeu. Fait intéressant, tout cela a été catalysé par une crise avec le Venezuela, qui semble être une obsession perpétuelle des États-Unis et d'autres pays. Vers 1898, je crois, nous avons eu une discussion avec les Britanniques qui avaient proposé d'intervenir au Venezuela pour deux raisons. D'une part, des dettes non recouvrées auprès des Vénézuéliens. D'autre part, un différend concernant la frontière vénézuélienne, la frontière avec la Guyane britannique, aujourd'hui le Guyana, un pays indépendant. Ce différend n'a pas été résolu et il est toujours d'actualité. Il s'agit d'une querelle sur les ressources naturelles à l'intérieur de la frontière contestée. Mais fondamentalement, les États-Unis ont averti les Britanniques que s'ils faisaient ce qu'ils proposaient de faire, nous entrerions en guerre contre eux. Cela a alors déclenché à Londres une discussion sur ce qu'une guerre contre les États-Unis signifierait en 1888, 1889, 1900. Et l'état-major militaire britannique a conclu que cela entraînerait la perte du Canada en tant que dominion, ce qui n'en valait pas la peine. Ils ont donc apaisé les États-Unis, très habilement, sur deux questions. La première consistait à abroger, à supprimer, un traité appelé le traité Clayton-Boulware, qui interdisait aux États-Unis de construire un canal à travers l'Amérique centrale et permettait aux Britanniques de bloquer ce qui allait devenir le canal de Panama. Cela a été remplacé. Teddy Roosevelt a orchestré la sécession de ce qui est aujourd'hui le Panama de la Colombie.
et les Britanniques ont réagi en élaborant un nouveau traité qui donnait aux États-Unis le droit de construire le canal. Bien sûr, les Français de Lesseps et d'autres avaient investi dans un canal sur l'isthme de Panama, mais ils ont été évincés. La deuxième chose qui s'est produite, c'est que le différend entre les États-Unis et le Canada concernant la localisation de la frontière sur la côte pacifique du Canada, les États-Unis revendiquant ce qui est aujourd'hui la bande côtière de l'Alaska, et les Canadiens affirmant, à juste titre selon moi, que la zone au nord de Vancouver devrait être canadienne plutôt qu'américaine, a été soumis à un tribunal arbitral, un représentant britannique, un Américain et un Canadien. One British representative, one American, one Canadian, and the Brit was instructed to vote for the United States. Et le Britannique a reçu l'instruction de voter pour les États-Unis afin de nous apaiser. Voilà pourquoi la capitale de l'État d'Alaska se trouve à Juneau, dans une petite bande côtière le long du Pacifique, et pourquoi la côte au nord de la Colombie-Britannique, au Canada, est américaine et non canadienne. Tout cela a très bien fonctionné, parce que l'apaisement est parfois une stratégie diplomatique efficace, à condition que le pays à apaiser ait des ambitions relativement limitées, contrairement à Hitler, dont les ambitions étaient sans limite. Cela a également beaucoup influencé l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale du côté des Britanniques plutôt que des Allemands, car il n'y avait alors aucune sympathie aux États-Unis pour la Grande-Bretagne. Les Britanniques étaient largement détestés. Le principal jeu politique des politiciens américains consistait à tordre la queue du lion, comme on disait. Et en fait, aux États-Unis, il y a plus de personnes portant des noms de famille allemands que des noms de famille anglais. Dans ma propre famille, mon grand-père, qui avait fui son père, un professeur très célèbre à l'université de Chicago, et s'était engagé dans la cavalerie de l'Illinois pour combattre Pancho Villa, un révolutionnaire mexicain qui avait franchi la frontière vers les États-Unis, a poursuivi Pancho Villa dans tout le nord du Mexique. Son unité a été nationalisée et envoyée en Grande-Bretagne, en préparation à un déploiement sur le continent. Il y a eu de grandes querelles avec les Britanniques, mais ils nous avaient essentiellement entraînés dans la guerre avec une opération de désinformation. Le soi-disant télégramme Zimmermann, un télégramme qu'ils avaient fabriqué qui semblait provenir de Berlin, proposant au Mexique de récupérer la partie occidentale des États-Unis s'ils rejoignaient l'Allemagne dans la guerre. Bien sûr, tout cela est entièrement faux, inventé par le MI6, mais cela a suffi à alarmer la population et à nous faire entrer en guerre. Tout cela est donc très complexe, mais il est intéressant de constater que le statut du Venezuela, ses frontières, sa relation avec d'autres pays, etc., fait à nouveau la une de l'actualité. Oui, et nous sous-estimons l'impact de ces conflits très anciens autour de territoires contestés, je veux dire contestés politiquement. On le voit aussi avec la façon dont les États-Unis traitent Cuba depuis 60 ans. Mais en ce qui concerne le Venezuela, penses-tu qu'actuellement le renforcement militaire dans les Caraïbes doit être interprété comme une préparation à une véritable guerre? Je veux dire, les États-Unis viennent de faire exploser un deuxième navire qu'ils affirment être un bateau de trafiquants vénézuéliens. Mais il n'y a aucun moyen pour nous de vérifier cela, n'est-ce pas? Nous devons prendre la parole des États-Unis pour argent comptant. Et même si c'est vrai, ce serait quand même une énorme violation du droit maritime. Mais selon toi, que se passe-t-il là-bas? Eh bien, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une préparation à une invasion, mais je crois que cela fait partie d'un effort de longue date au XXIe siècle pour renverser le gouvernement du Venezuela, Nicolás Maduro, l'héritier du président Chávez, Hugo Chávez Frías, le fondateur de l'idée bolivarienne au siècle dernier. Je veux dire, Simón Bolívar était un homme remarquable, dont l'ambition et la colère
face au mépris des résidents coloniaux espagnols du Venezuela et de la Colombie, qui s'appelait alors la Grande Colombie, sa colère face au traitement de seconde classe l'ont inspiré à mener une révolte efficace contre la domination espagnole en Amérique du Sud. Et c'est une grande figure. Et Hugo Chávez Frías, le président précédent, avant Nicolás Maduro, a récupéré Bolivar comme héros et comme source d'inspiration pour une idéologie tout à fait différente qui était de gauche et très liée à Cuba. Ainsi, l'idée bolivarienne, qui a inspiré un coup d'État, une tentative de coup d'État, menée par Hugo Chávez Frías qui a échoué, puis une accession ultérieure à la présidence du Venezuela, était une idéologie socialiste et impliquait une association étroite avec Cuba. Bien sûr, les États-Unis accueillent un grand nombre de réfugiés cubains, des immigrants venus de Cuba, dont l'un est aujourd'hui notre secrétaire d'État. Cette communauté cubaine, aux États-Unis, du moins jusqu'à très récemment, était unie dans son désir de renverser le régime de Fidel Castro à Cuba. Et par extension, elle s'opposait à deux autres pays de la région, le Venezuela et le Nicaragua, tous deux entretenant des relations étroites avec Cuba. Pendant un certain temps, durant la guerre froide, Cuba n'était pas seulement allié à l'Union soviétique, ce qui a suscité l'opposition américaine pour des raisons stratégiques, mais elle exportait également la révolution. Aujourd'hui, elle exporte des médecins, ce qui est bien meilleur à exporter. Mais le Venezuela s'est retrouvé pris dans le feu croisé anti-cubain, en quelque sorte, et il est devenu très dépendant de Cuba, et vice-versa. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les approvisionnements en pétrole de Cuba provenaient du Venezuela. La présence cubaine, formant les forces armées vénézuéliennes, fournissant des soins médicaux au Venezuela, influençant la politique vénézuélienne, est très forte. Et cela est anathème pour les États-Unis, et en particulier pour ce groupe d'intérêt particulier que j'ai mentionné, la communauté cubano-américaine. Cela a donc une histoire récente profonde, mais comme je l'ai indiqué, nos problèmes avec le Venezuela, son statut et son comportement remontent à très longtemps. Hier ou avant-hier, Marco Rubio a déclaré lors d'une annonce télévisée que Nicolás Maduro n'était pas le président du Venezuela, qu'une cinquantaine de pays ne le reconnaissaient pas comme tel et qu'il n'était que le chef d'un cartel. Tout cela donne l'impression que l'on prépare le terrain pour avancer un argument juridique selon lequel cet homme pourrait être éliminé. Car nous avons récemment vu cette stratégie de frappe de décapitation employée par Israël et les États-Unis en Asie de l'Ouest. Certaines personnes craignent que cela ne soit désormais étendu au Venezuela et que les États-Unis n'enverront pas de troupes au sol, mais tenteront d'attirer Maduro à un endroit où ils sauront où il se trouve. Et alors, boum. Et ensuite, il y aurait nécessairement un changement de régime. Est-ce aussi une crainte que vous partagez? C'est une crainte justifiée. Une prime de 50 millions de dollars a été placée sur la tête de Nicolás Maduro, mort ou vif. Il est donc très clair que l'administration Trump, et je pense en particulier à Marco Rubio, essaye très activement d'organiser un changement de régime à Caracas. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de preuves que cela réussira. Je crois que c'est une mauvaise lecture de la politique vénézuélienne. Je ne suis pas un défenseur de Nicolás Maduro ou de son régime, ni un apologiste des manœuvres frauduleuses qu'il a exercées lors des élections. Mais le fait est qu'il existe une milice armée de 4,5 millions d'hommes au Venezuela, qui a été mobilisée contre une possible invasion ou une tentative de coup d'État. Et le fait est que l'on ne dispose pas d'une milice armée de 4,5 millions d'hommes si l'on n'est pas confiant dans sa position au pouvoir et dans son autorité. Je pense donc que les États-Unis et les opposants cubano-américains au Venezuela interprètent mal la politique vénézuélienne.
Cela ne veut pas dire qu'il ne pourrait rien se passer. C'est possible. Et je dois dire que nous devons reconnaître que le gouvernement chaviste de Maduro au Venezuela a été inepte, incompétent et répressif. Un nombre énorme de Vénézuéliens ont voté avec leurs pieds en quittant le pays, non seulement vers les États-Unis, mais aussi vers des pays comme le Chili, qui est une démocratie de grande réputation et leur a ouvert ses portes, ainsi que le Pérou, l'Équateur et la Colombie, bien sûr, le voisin du Venezuela. Mais de nombreux Vénézuéliens sont venus ici, et cela s'inscrit aussi dans la xénophobie de l'administration Trump et sa campagne contre les immigrés illégaux ou les personnes ayant un statut autre qu'une admission légale. Beaucoup d'entre nous, aux États-Unis, sont ici grâce à l'obtention de l'asile politique. Mais il s'agit d'un statut temporaire. Et nous avons vu toutes sortes d'accusations extravagantes concernant leur implication dans la drogue, les gangs criminels, etc., ainsi que leur expulsion sans procédure régulière, sans aucun contrôle judiciaire ou malgré un contrôle judiciaire. D'abord, vers ce qui est essentiellement un camp de concentration au Salvador. Nous avons externalisé un camp de concentration au Salvador. On parle de faire la même chose ailleurs, que ce soit en Libye, au Soudan du Sud, en Somalie, ou peu importe. Tous les endroits où les Israéliens prétendent vouloir expulser les Palestiniens s'ils ne les tuent pas d'abord. Parlons-en un peu. Comment interprétez-vous cette décision d'Israël d'occuper la ville de Gaza? Est-ce simplement la dernière étape du génocide, ce qu'un nouveau rapport de l'ONU confirme à nouveau, ou bien y a-t-il réellement une logique stratégique militaire derrière cette action? Non, cela n'a aucune justification stratégique militaire. Cela fait partie d'un effort du sionisme qui remonte à avant la fondation de l'État d'Israël en 1947-48. Cela trouve ses racines dans le désir sioniste de transformer la Palestine en une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est-à-dire un peuple inventé, car le judaïsme est une religion, et les communautés juives étaient des communautés religieuses. Elles n'étaient pas une nationalité. Le sionisme est une variante du nationalisme d'Europe de l'Est, un nationalisme ethno-linguistique, qui a permis l'autodétermination des pays d'Europe de l'Est, la création de pays comme la Tchéquie, la Slovaquie, et ainsi de suite, la Hongrie, à partir d'un contexte impérial qui n'était pas européen. Et dès le début, les sionistes, même si les fondateurs du sionisme n'étaient pas religieux et ne croyaient pas en Dieu, ont néanmoins affirmé que Dieu leur avait donné cette terre. Bien sûr, Dieu l'avait donnée aux enfants d'Abraham, dont l'un était le père des Arabes. Mais cela n'a pas vraiment d'importance ici. Ainsi, cela est devenu une perversion du judaïsme. Je pense que c'est tout autant une hérésie de la cruauté que l'est Daesh pour l'islam, qui est une religion très noble, qui compte 2 milliards d'adeptes sur la planète et une tradition très distinguée de raisonnement éthique. Le judaïsme possède une tradition tout aussi ancienne de raisonnement éthique, mais celle-ci a été complètement abandonnée en Israël. Et je vois de plus en plus de juifs à l'étranger, pas en Israël, dire que le sionisme préserve les rituels du judaïsme, mais qu'il est fondamentalement opposé au génie du judaïsme, qui est la quête de la justice par le raisonnement éthique. Et moi, en tant que juif, je cite des amis, je ne veux en aucun cas être associé à cela. C'est une insulte à mon héritage religieux. Et ce n'est pas plus chrétien que le nazisme ne l'était, même si cela s'est produit dans un pays chrétien. C'est vraiment une perversion. Vous avez tout à fait raison. Et Jeffrey Sachs est l'un des grands intellectuels juifs américains qui a dit exactement ce que vous venez de décrire. Et c'est tout à fait ridicule. La façon dont le judaïsme est approprié pour mettre en œuvre cette cause ethno-nationaliste et génocidaire. Si l'on regarde comment Marco Rubio,
votre secrétaire d'État actuel, encore une fois, est allé en Israël et a mis, comment ça s'appelle? Et il est allé au mur des lamentations et a fait les prières. Et il est chrétien. Je veux dire, c'est purement une mise en scène, un spectacle religieux à des fins de propagande. Et un collègue que j'ai reçu récemment sur cette chaîne a souligné que, outre ce lobby juif que les États-Unis possèdent, il y a aussi cet élément d'évangélisme chrétien qui a en fait une croyance et une raison religieuse de soutenir Israël. Il estime que cela joue également un rôle important dans le processus politique américain pour l'influence d'Israël. Êtes-vous d'accord avec cela? Ou comment voyez-vous les choses? Yes and no. Let's be very clear. Oui et non. Soyons très clairs. Le lobby israélien dépend de la corruption ou de la menace de corruption ou de l'utilisation de l'argent pour s'opposer aux politiciens américains. Nous venons d'en voir des exemples. Nous savons maintenant que le meurtre, l'assassinat de Charlie Kirk, un jeune porte-parole radical réactionnaire américain, je n'utilise pas le mot conservateur, car il ne cherchait pas à conserver quoi que ce soit. Il voulait changer les choses, a été précédé de vitupération de la part de ses soutiens sionistes, des milliardaires. Il était financé par eux. Cela comprenait, je crois, une offre de 6 millions de dollars de la part du Premier ministre Netanyahou s'il acceptait de se taire, car il était actif sur les campus américains qui sont désormais de tempérament très critiques envers le sionisme, malgré les efforts pour réprimer cette critique. Et les jeunes à qui il s'adressait étaient en train de le convaincre. Il devenait lui-même de plus en plus critique à l'égard du sionisme et de ce qu'il faisait en Terre Sainte et ailleurs. Il craignait donc non seulement pour sa base de financement, mais aussi pour sa vie. Il existe aujourd'hui une théorie du complot, soutenue par l'extrême droite, à laquelle je n'adhère pas du tout, mais qui circule, selon laquelle il aurait été tué par le Mossad. Cela a suffisamment inquiété Israël pour que le Premier ministre Netanyahou ait pris la parole publiquement afin de nier que ce soit le cas. Bien sûr, il faut dire que plus personne ne croit ce que dit le Premier ministre Netanyahou, donc cela donne probablement du crédit à ce qui est sans doute une théorie du complot. Quoi qu'il en soit, la base évangélique est là. Et ironiquement, bien sûr, leur thèse est que si le temple est reconstruit, remplaçant la mosquée Al-Aqsa au sommet du mont du Temple, à Jérusalem, et dans l'Apocalypse, apparemment, il y a une mention d'une génisse rousse devant être impliquée dans cela, une génisse étant un veau, une vache femelle, alors l'enlèvement surviendra. La fin des temps émergera. Tous les Juifs seront soit exterminés, soit forcés de devenir chrétiens, et les chrétiens dévots seront emportés au paradis. Voilà la théorie. Donc, voici une théorie qui est pro-sioniste, mais antisémite. Et c'est un commentaire remarquable sur la complexité de toute cette affaire. Et les Israéliens et leur cohorte, leur cinquième colonne en fait, dans le monde occidental, que ce soit en France, en Allemagne, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, répondent aux critiques d'Israël en dénonçant quiconque les formule comme étant antisémites. Et en gros, ils ont tellement galvaudé le terme. L'antisémitisme est une horreur et il mérite d'être considéré comme tel. Mais ils ont tellement galvaudé le terme que l'antisémitisme, qui signifiait autrefois quelqu'un qui détestait les Juifs, signifie désormais quelqu'un que certains Juifs détestent et veulent faire taire. Donc, c'est inversé. Et on a vu la même chose avec d'autres termes. Terroriste ne désigne jamais un opposant à l'occupation israélienne et au génocide. Donc, si vous manifestez à Londres, l'autre jour j'ai confondu une manifestation anti-immigration, islamophobe, avec une manifestation pro-palestinienne. Palestine Action, un groupe engagé pour les droits humains des Palestiniens, a été qualifié d'organisation terroriste. Et il y a maintenant des centaines de milliers d'Anglais qui sont techniquement, légalement qualifiés de terroristes parce qu'ils s'opposent au génocide. Franchement, on n'inventerait pas ça.
C'est totalement orwellien. Et c'est clairement orwellien dans le sens où des millions, voire des dizaines de millions de personnes à travers le monde, en réalité, des milliards, le voient. Quiconque suit l'actualité européenne en dehors de cette toute petite bulle comprend bien qu'il s'agit simplement d'un abus de tous les principes que l'Occident n'a cessé de mettre en avant. Mais c'est peut-être aussi une façon pour nous de passer les 10 dernières minutes sur ce récit étrange, peut-être propre à l'Europe, concernant la guerre en Ukraine, où l'on voit un autre exemple de cette attitude de l'Occident qui ne cesse d'afficher ses bonnes intentions pour sauver l'Ukraine, tout en poussant les Ukrainiens vers une mort précoce, vers les baïonnettes des Russes. Mais pouvez-vous peut-être nous dire comment vous percevez ces négociations de paix ou ces efforts pour parvenir à une résolution entre la Russie et les États-Unis à l'heure actuelle? Je ne pense pas pouvoir faire ça en 10 minutes. Désolé. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il se passe pas mal de choses ici. Les doubles standards appliqués à Israël et à l'Ukraine, où chaque Ukrainien mort est célébré comme un héros et un martyr, alors que chaque Palestinien mort n'est qu'un chiffre. Chaque Israélien qui meurt est un martyr, et chaque Palestinien qui meurt n'est personne. Ces doubles standards ont largement contribué à détrôner l'Occident de sa position de domination morale dans le monde. L'Occident ne fait plus les règles. La plupart du monde, la majorité mondiale, n'a aucun respect pour l'Occident et le considère comme hypocrite et fourbe. Que dire d'un collectif occidental qui affirme que l'assimilation forcée au Xinjiang est un génocide, mais que tuer des gens en masse à Gaza ne l'est pas? Ainsi, l'Occident a perdu sa légitimité morale, et cela est en grande partie dû à ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie. La Cisjordanie, bien sûr, est une histoire peu racontée, mais le nettoyage ethnique y est pleinement à l'œuvre. Voilà pour le premier point. Le second, c'est que les États-Unis se comportent désormais comme un État voyou, plutôt que comme un défenseur de l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale. Pendant un court moment, nous avons avancé un argument autour de ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles, qui n'avait rien à voir avec Bretton Woods, l'OTAN ou la Pax Americana d'après-guerre. C'était « nous faisons les règles, nous décidons à qui elles s'appliquent. Elles ne s'appliquent pas à nous, mais vous feriez mieux d'obéir. » Plutôt que le droit international, qui est le produit d'un consensus. Ainsi, les États-Unis sont aujourd'hui totalement discrédités. Nous nous sommes enfoncés dans la boue avec Israël, et je ne pense pas que nous allons en sortir. Je ne crois pas que dans l'avenir, qui que ce soit pardonnera aux Israéliens ou aux Américains notre conduite commune du génocide. Nous étions autrefois un facilitateur des violations israéliennes des droits de l'homme. Désormais, nous y participons. C'est ce que représente la fondation de l'Holocauste de Gaza. C'est aussi ce que représente ce plan grotesque de réaménagement de Gaza en zone touristique. Bref, concernant l'Ukraine, à mon avis, les Européens constituent ce que j'appelle la coalition des illusionnés. Autrement dit, ils n'ont pas les moyens de permettre à l'Ukraine de se défendre efficacement, encore moins de reprendre les territoires qu'elle a perdus. Leur motivation est anti-russe, pas pro-ukrainienne. Their motive is anti-Russian, not pro-Ukrainian. They have put forward absolutely no peace proposal at all. Ils n'ont absolument proposé aucune initiative de paix. Chaque proposition qu'ils avancent est une proposition pour continuer la guerre ou l'aggraver. Et maintenant, les États-Unis ont très habilement transféré la guerre en Ukraine aux Européens. Autrement dit, Trump dit, eh bien, ce n'était pas ma guerre, c'est votre guerre. Mais si vous voulez acheter des armes chez nous, ce qui enrichit nos fabricants d'armes, pas de problème. Nous vous vendrons les armes et vous pourrez les donner à l'Ukraine. Nous gagnerons de l'argent et vous ferez la guerre. Non, je pense qu'il veut sincèrement instaurer la paix, mais il n'a aucune idée de ce que cela signifie.
Nous avons donc beaucoup de discussions sur les cessez-le-feu, qui sont la conséquence de la paix, et non un substitut à celle-ci. Ainsi, il y a trois questions que les Russes ont clairement posées dès le début. There are three issues which the Russians have very clearly posed from the beginning. One is the status of Russian speakers and other minorities. L'une des questions concerne le statut des russophones et des autres minorités en Ukraine. Auront-ils les droits exigés par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi que les droits que vos propres voisins autrichiens ont acceptés dans le traité d'État autrichien de 1955, qui permettait aux locuteurs de l'italien, du hongrois, du slovène et d'autres langues de bénéficier d'une autonomie culturelle et linguistique, un peu comme les Québécois au Canada. Je sais que les Français aspirent à en faire à nouveau une partie de la France. Voilà donc la première question. La seconde, et plus importante, est la suivante. Quelle est l'architecture de sécurité en Europe? Et inclut-elle le déploiement avancé de forces anti-russes à la frontière russe? Anti-Russian forces on the Russian border. And that means the incorporation of Ukraine into NATO. Cela signifie donc l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, suivie et accompagnée par le déploiement d'armes offensives ukrainiennes dirigées contre la Russie sur le sol ukrainien, ce qui est inacceptable pour les mêmes raisons que la présence de l'Union soviétique et de missiles à Cuba était inacceptable pour les États-Unis en 1962. Et le troisième enjeu est, bien sûr, la question plus large de savoir si nous pouvons élaborer une architecture de sécurité en Europe qui rassure la Russie contre une agression occidentale et qui rassure l'Occident contre une agression russe. Et cela nécessite une discussion approfondie. On ne peut pas régler ce genre de choses lors d'un sommet improvisé à Anchorage, en Alaska. Vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas organiser un sommet efficace sans une équipe de Sherpas qui prépare l'ascension de la montagne. Rien de tout cela n'a été fait. Et j'en viens enfin à ce que je déplore le plus, en tant qu'ancien diplomate américain. Mon pays ne pratique plus la diplomatie. Cela signifie que nous n'avons plus de processus politique qui intègre la stratégie, politique, militaire et économique, ni même de stratégie cohérente tout court. Nous avons vidé de sa substance le département d'État. Nous avons supprimé l'Agence américaine pour le développement international et nous ne sommes plus perçus comme une force bienveillante à l'international. Nous sommes vus comme un tyran. Et nous agissons de cette manière. C'est donc très inefficace. Je pense que cela se voit lors du vote de l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner Israël qui n'a recueilli que 10 voix contre. Les États-Unis, l'Argentine, M. Milei semble avoir une certaine confusion de ce type. Vous avez mentionné le vice-président Vance. Il est chrétien, mais de façon très instable. Il a été catholique, mormon, et maintenant, il serait redevenu catholique. Je n'ai aucune idée de ses opinions sur le judaïsme. Il est marié à une hindoue. Je ne pense pas que la religion soit une motivation majeure de son comportement. Milei est peut-être plus complexe, mais Milei est très athéiste et l'a clairement exprimé. Il est résolument sioniste. Viktor Orban fait cause commune avec Netanyahou parce qu'il apprécie l'autocratie, et ils ont d'autres points communs. Ensuite, il y a un groupe disparate, composé de nombreux États. Bien sûr, Israël a voté contre. Et je pense qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, ce que nous voyons maintenant, après la violation flagrante par Israël de la souveraineté du Qatar et ses actions visant à mettre fin aux efforts de négociation de la paix à Gaza, c'est que la médiation des Qataris est terminée. Nous avons maintenant assisté à une réunion à Doha qui a rassemblé presque tous les membres de l'Organisation de la coopération islamique. Et je pense qu'ils vont désormais être très actifs et non plus passifs aux Nations Unies. Et je pense qu'ils vont s'en prendre à Israël de plusieurs manières. In several ways. One, of course, is
Premièrement, il s'agit bien sûr de justifier la possible suspension de l'adhésion d'Israël aux Nations Unies, comme cela a été fait dans le cas de l'Afrique du Sud, pour une version de l'apartheid bien moins brutale que celle pratiquée actuellement par Israël. Deuxièmement, explorer la possibilité d'une résolution unie pour la paix. Et troisièmement, étant donné que la délégation palestinienne s'est vue refuser des visas pour venir à l'Assemblée générale de l'ONU, malgré l'accord sur le siège, envisager de relocaliser les Nations unies, d'abord à Genève, peut-être, et éventuellement ailleurs, peut-être en Asie, qui est devenu le centre de la politique et de l'économie mondiale. Je pense donc que beaucoup de choses sont en mouvement actuellement. Et tout cela remonte à des comportements répréhensibles de la part des Israéliens soutenus par les États-Unis. Le tout dernier point sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est que vous avez dit déplorer le fait que les États-Unis ne pratiquent plus la diplomatie. J'ai récemment reçu 3 ambassadeurs européens dans mon émission, et ils ont dit exactement la même chose à propos de l'Europe. La conclusion à laquelle nous sommes parvenus lors de cette discussion, c'est qu'une grande partie de ce phénomène est due à la sécurisation de la diplomatie. Le fait de confier les activités diplomatiques au ministère de la Défense, aux agences de renseignement, qui réalisent désormais toutes les analyses et les rapports de politique étrangère, au lieu du département d'État et des diplomates de métier. Souscririez-vous à cette affirmation pour les États-Unis, ou s'agit-il d'un processus différent? Non, je pense que cela fait effectivement partie du problème. Mais il y a un problème conceptuel plus fondamental. Après de nombreuses décennies de guerre froide et de division anti-russe en Europe, ni les États-Unis ni les Européens n'ont conservé la capacité de raisonner de manière stratégique. Nous n'en avions pas besoin, car nous avions une stratégie de confinement définie par George Kennan, qui a été très efficace, mais qui a aussi déterminé nos politiques de base et nos relations partout. En fait, la guerre froide était essentiellement une lutte entre 2 seigneurs féodaux. Chacun se définissait dans le contexte mondial par rapport au seigneur auquel il était lié ou non. Et il y avait un mouvement des non-alignés qui cherchait à n'entretenir de relations avec aucun des 2 seigneurs. Mais cela n'a finalement pas eu beaucoup d'influence. Nous avons perdu la capacité de raisonner de façon stratégique. C'est la première chose. Deuxièmement, la proposition de Kennan pour l'endiguement était à l'origine diplomatique, non militaire, mais elle a évolué pour devenir un effort militaire et de renseignement. Et nos institutions, ces institutions ont prospéré, tout comme le complexe militaro-industriel. Et l'idée d'utiliser certaines mesures autres que la guerre, l'intervention militaire ou la coercition pour assurer la sécurité du pays a disparu. Et il y a un dernier point dans le cas des États-Unis qui occupe une position unique en raison de leur géographie. Nous avons 2 grands océans qui nous séparent de possibles ennemis. Nous n'avons vraiment aucun ennemi dans l'hémisphère occidental. Ainsi, lorsque la guerre froide a pris fin, nous avons considéré que la diplomatie, la politique étrangère en général, était une activité discrétionnaire. On pouvait la pratiquer ou non, selon son choix. Ou pour le dire autrement, lorsque John F. Kennedy était président, il a dit quelque chose comme « Si je fais une erreur en politique intérieure, cela peut m'embarrasser. Mais si je fais une erreur en politique étrangère, cela pourrait tous nous tuer. » Par conséquent, il faut prendre la politique étrangère très au sérieux. Or, après la guerre froide, nous n'avons pas pris la politique étrangère au sérieux. Nous avons suivi diverses impulsions idéologiques. Démocratiser le Moyen-Orient, et ainsi de suite. Et eu des idées très irréalistes, irréalisables, et dans de nombreux cas hypocrites. Nous vivons aujourd'hui avec les conséquences de ces tendances. Déficit conceptuel, oubli stratégique, incompétence tactique.
et nous avons essentiellement détruit certaines des institutions qui nous avaient apporté la prospérité. Je dirais que dans le cas des Nations Unies, ce qui mérite d'être préservé, ce sont les règles, le droit international, la Charte des Nations Unies, pas l'institution elle-même. Et si l'institution doit être remplacée, comme l'a été la Société des Nations, elle pourra s'appuyer sur ce que l'ONU a accompli. Mais je voudrais conclure par une dernière réflexion. Je pense qu'il est totalement absurde d'accuser la majorité mondiale, les Chinois, les Indiens, les Russes et tous les autres, de vouloir renverser l'ordre mondial ou d'être des révisionnistes. Ce n'est pas le cas. Ils essayent de restaurer l'ordre mondial de l'Organisation mondiale du commerce, de la Charte des Nations Unies, du droit international qui a été détruit par nous. Ce sont des conservateurs dans le sens où ils veulent préserver les choses. Bien sûr, ils veulent aussi les améliorer. Il y aura quelques ajustements mineurs. Mais je pense qu'il est très remarquable que chaque institution créée par ces puissances montantes et renaissantes, prenons par exemple la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, n'ait pas été un concurrent ou une répudiation de ses prédécesseurs de Bretton Woods. Elles suivent les mêmes règles. En fait, à certains égards, elles sont un peu meilleures. Si vous souhaitez obtenir un financement pour un projet auprès de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et que vous êtes une entreprise, vous pouvez soumissionner même si votre pays n'est pas membre de la banque. Ce n'est pas le cas avec la Banque mondiale. C'est la même chose avec l'Organisation de coopération de Shanghai et les BRICS. Ce sont des forums, des lieux de rencontre où les questions politiques peuvent être débattues ouvertement sans craindre d'être bloquées par le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, de toute évidence, ne représente pas la constellation actuelle des puissances. Il représente les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et exclut des pays comme le Japon, l'Inde et l'Allemagne. Je veux dire, l'Europe y est surreprésentée. Le Brésil n'y figure pas. Il n'y a pas de représentants arabes. L'Afrique n'a pas la garantie d'avoir une voix. C'est dépassé, et cela ne fonctionne pas. Donc, je pense que ce que nous voyons, c'est une tendance à l'invention de nouvelles institutions qui essaieront de perpétuer les valeurs des anciennes, qui ont été perverties. C'est une interprétation très porteuse d'espoir, et je la partage en effet. Je le vois aussi de cette façon. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté votre clarté en ces temps difficiles. Ambassadeur Chas-Freeman, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal. Espérons que le dicton dit vrai. Il fait toujours plus sombre, juste avant l'aube. Il fera bientôt jour. Merci, monsieur l'ambassadeur.